Donc, merci à tous d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette belle table ronde d'introduction de l'événement. Alors, je ne vais pas vous demander de vous présenter puisque tout le monde connaît ces belles institutions. Jonathan, je vais quand même te demander de présenter Contexa, qui est un solution provider, qui est partenaire également de l'événement et que tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc, on peut commencer par là. Merci, bonjour à tous. En effet, donc, Contexa a été fondé en 2016 par 6 fondateurs qui avaient une vision assez unique, apporter plus de contexte dans la prise de décision. Et cette vision marche plutôt bien puisqu'aujourd'hui on est déployé dans plus de 60 institutions financières majeures dans le monde, ce qui correspond à 75 pays, avec un credo autour du risque financier et du crime financier. On a été notamment reconnu par Chartreuse comme l'une des solutions majeures dans le crime financier notamment, et avec des distinctions spécifiques sur le transaction monitoring et le KYC et beaucoup d'autres choses également. Merci beaucoup, Jonathan. Donc pour commencer cette table ronde, on va commencer par faire, on va dire, un panorama global des grands défis qui sont à relever aujourd'hui pour les fonctions de contrôle et en particulier les défis réglementaires, bien sûr, pour les institutions financières. Donc Sandrine, je te propose de commencer avec une première vision de la Direction générale du Trésor. Bonjour à tous et merci Nicolas. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça dynamise une rentrée un peu particulière pour une haut fonctionnaire. Donc évidemment, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des éléments qui seront soumis aux politiques et donc qui dépendent d'éventuelles inflexions qui seront données, mais il y a quand même des tendances de fond. Oui, il y a quand même des tendances de fond dans ce qu'on s'efforce, administration et exécutif français, de faire depuis plusieurs années maintenant en matière de smart regulation et sur la manière dont la RegTech nous influence aussi et disons, nous alimente dans nos réflexions sur comment réguler plus efficacement. Alors c'était très, très réconfortant d'entendre Jean-Michel à l'instant dire à quel point la supervision en Europe et en particulier en France et au bénéfice de la place de Paris se fait de manière intelligente. En tout cas, on est assez modeste face à ce résultat et c'est une tâche qu'on s'efforce de prolonger. Le premier élément de diagnostic avant d'en venir à nos axes de travail, c'est que, évidemment, on a connu ces dernières années, depuis 10 ans, disons les premières conséquences réglementaires tirées de la grande crise financière, donc disons depuis 13-14 ans, évidemment une accumulation de nouveaux cadres réglementaires. Ça a commencé par ceux destinés à la stabilité financière et à son renforcement, mais aussi à la protection des investisseurs. Et plus récemment, moi j'étais à Bruxelles au moment de la présidence française de l'Union européenne, par exemple, où on a beaucoup adopté de textes. On a essayé d'une part d'intégrer davantage à la régulation financière les problématiques ESG et deuxièmement de prendre en compte les sujets de résilience cyber qui sont un gros objet d'effort en ce moment d'adaptation et d'investissement, on en est bien conscient pour le secteur. Et dans tous ces renforcements du cadre réglementaire, on s'est efforcé, et je pense que c'est un travail qu'il faut qu'on accentue et qu'on accélère, de prendre en compte plusieurs éléments, mais principalement d'éviter les doublons, d'éviter que les entreprises se retrouvent, les entreprises du secteur financier en premier lieu, avec des obligations de reporting redondantes, divergentes d'un texte à l'autre, avec des directions de la conformité qui doivent jouer au jeu des 7 différences, soit d'un texte à son voisin, soit quand une entreprise intervient dans plusieurs États membres, le jeu des 7 différences entre la manière dont les superviseurs dans les États membres appliquent les réglementations. Et donc tout ça, on en est conscient au moment où on négocie la norme, principalement à Bruxelles, et aussi au moment où on la transpose. Mais c'est une conscience, je pense, qui s'est renforcée quand même au cours des dernières années.
Et comme vous le savez, on est engagé dans un gros effort de simplification, à la fois au niveau bruxellois et au niveau des textes européens et au niveau franco-français au moment de la transposition. Il y a 3 points principaux que je voudrais souligner avant d'écouter les autres intervenants et il faudra probablement que je tienne compte de ce qui remonte en cette rentrée. Mais ce sur quoi on s'efforce de travailler depuis plusieurs années et de manière accélérée depuis plusieurs mois, c'est 3 choses. La première chose, c'est l'harmonisation des textes. Et donc on veille à éviter dans les structures de reporting qui sont fixées par les textes que les choses soient source de complexité pour la mise en œuvre. Je veux dire, pour des généralistes de la régulation comme moi, apprendre ce que c'est qu'un texte, enfin ce que c'est qu'une conception de normes machine readable, enfin lisible par machine par exemple, c'est quelque chose qui fait maintenant partie du langage courant, mais ce n'était pas le cas il y a plusieurs années. Éviter qu'entre la CSRD et les textes qui définissent le devoir de vigilance, il y ait des différences dans la manière dont on définit les plans de transition, etc. C'est des choses auxquelles on est maintenant attentif et qui font l'objet d'une attention politique. Et c'est ça qui est important, parce que quand on négocie à Bruxelles, on a en face le Parlement européen qui a des demandes politiques sur ces objets. Le deuxième élément, c'est quand même l'harmonisation au niveau européen. Et l'enjeu que porte la France là-dessus, c'est d'avoir sur les fonctions financières plus de supervision qui se fasse directement au niveau européen. C'est un chantier vaste et ambitieux, mais qui nous semble de nature à fournir des gains de productivité, des gains d'attractivité de la place européenne à la fin. Et puis le troisième élément, bien sûr, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est la proportionnalité des normes. Et donc on est en train de passer à la paille de fer, y compris des choses qu'on a adoptées il y a quelques années. Je parlais de CSRD, c'est un bon exemple. Des normes qui, dans leur déclinaison, souvent au niveau 2, au niveau 3, se sont avérées franchement beaucoup trop denses et trop touffues. Et donc on essaye de ne garder que ce qui est absolument efficace et nécessaire pour la supervision et pour l'efficacité des marchés financiers. Je m'arrête là et je suis à l'écoute. Merci beaucoup Sandrine. Dominique, qu'en pense la Fédération bancaire française ? Alors bonjour, mais merci de cette invitation, parce que quels sont les grands défis réglementaires actuels pour les institutions financières ? Il n'y a pas plus beau sujet pour un responsable de conformité, entre autres. Non, moi je vais essayer de vous présenter le sujet sur un aspect très pratique, puisqu'on a devant nous des fondateurs de RegTech, et je voudrais essayer de leur expliquer de façon très simple c'est quoi les défis, et quelles sont les conséquences, c'est quoi les conséquences pratiques de ces défis réglementaires. Et donc, d'abord, la première chose qu'il faut que vous ayez bien en tête, Sandrine l'a dit, c'est cette avalanche. D'abord, c'est une avalanche. Le premier défi, c'est que c'est pas une petite pluie fine, c'est une avalanche. La deuxième chose, c'est que c'est d'origine européenne, donc on est au niveau européen, ce qui rend, on va voir une dimension particulière. Le premier défi qu'on a, c'est la rigueur de la réglementation. Je m'explique, il y a une tendance assez moderne en fait, c'est au nom de l'uniformisation, et vous avez prononcé le mot, au nom de l'uniformisation, je vais rentrer un peu dans la technique, on est passé d'un système où on avait des directives avec un pouvoir de souplesse, d'adaptation, chacun à son contexte, à une norme qui s'appelle le règlement. Et le règlement, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, sauf quelques paradoxes, on verra après, mais le règlement fait perdre cette marge d'adaptation. Donc ça, pour vous, acteurs de tech, il faut que vous ayez ça en tête, et cette rigueur, ça induit évidemment de la complexité système, de la complexité organisationnelle. Ça, c'est la première chose. Le deuxième sujet, défi, c'est la complexité. Alors là, l'intelligence artificielle, l'analyse causale, les recherches causales, tout ça, on en a besoin. Pourquoi ? Parce que faut essayer de comprendre, hein, c'est en fait au nom de la recherche d'une efficacité absolue, on rend la réglementation de plus en plus fine, de plus en plus précise, et donc ça induit
un facteur de complexité. Quand vous regardez, en termes de lutte contre le blanchiment, par exemple, regardez les premières directives, regardez le règlement européen qui vient d'être voté en mars 2024, c'est stupéfiant de voir la subtilité, la complexité. Et pourquoi? C'est au nom de l'efficacité. Et donc là, il y a une première réflexion, hein. Complexité, efficacité, je ne sais pas où on va. Quelques illustrations. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en France les personnes politiquement exposées. Donc c'est une catégorie définie par une directive qui dit ces gens-là, par nature, sont potentiellement susceptibles de risques. Eh bien, aujourd'hui, on nous demande d'identifier les ascendants et les descendants. Non seulement, on vous demande d'identifier les conjoints des ascendants et des descendants. Donc, si vous êtes une personne politiquement exposée, vous allez demander à votre belle-fille de lui dire « Attention, tu es un PPE collatéral, indirect, donc il faut que tu le déclares à ta banque. » Et donc, elle va avoir de la part de sa banque une avalanche de réglementation, de vigilance supplémentaire liée à ce statut. C'est juste pour citer quelques exemples. L'identification des clients. C'est très important d'identifier un client. Eh bien, dans le dernier règlement européen ou dans les règles d'application, on va vous demander votre numéro d'appartement. Donc, vous voyez jusqu'où on descend. Et là encore, complexité, efficacité, je pense que le sujet est ouvert. Après, il y a un troisième sujet qu'a évoqué Sandrine, c'est l'inflation réglementaire. Il y a eu des règles prudentielles qui ont paru l'année dernière. Il y a 200 normes techniques qui sont attendues. On a un paquet, je l'ai dit, un paquet de lutte contre le blanchiment qui est sorti. Il y a 60 normes d'application attendues. Vous voyez ce train, cette avalanche-là. Donc tout ça, ça fait de la masse. Ça fait de la masse d'informations. C'est donc vous, RegTech, vous avez un défi d'abord, c'est que vous avez un océan devant vous. Et cet océan, c'est assez compliqué, puisque au sein de cet océan, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on nous demande à nos banques? C'est d'avoir une approche très individuelle. Et donc, c'est là où le traitement, l'IA, la causalité et tout prennent toute leur puissance. Parce que aujourd'hui, une banque, elle doit détecter pour chaque client une opération dite atypique. Donc, avec des millions de clients et des milliards d'opérations, réglementairement, vous devez détecter chaque opération si elle est toute opération qui soit atypique. Donc, là aussi, vous voyez, la technologie et la puissance de ce qu'on a aujourd'hui sont absolument essentielles. Après, notre défi aussi à nous, banques, c'est on est acteur, on contribue à ce que je vais appeler l'ordre public économique. On contribue à la sécurité financière, on fait des dizaines de milliers de déclarations de soupçons, on a des milliers de collaborateurs, à l'heure où je parle, qui sont sur des systèmes d'information en train de rechercher des risques, des opérations susceptibles de soupçons de blanchiment. Donc les banques sont très investies dans cette dimension de la protection publique. Maintenant, la complexité, c'est de ne pas devenir, c'est de garder son rôle. Il faut juste rappeler qu'une banque, comme le rappelait le président de KCIS, c'est une société commerciale. Donc ça, c'est un premier. Et un autre défi, et celui-là, il est majeur, c'est la compréhension et l'appropriation. Et moi, j'avais mis la compréhension et l'appropriation de cette réglementation par nos clients. Et ça aussi, ça fait partie des défis réglementaires. Mais, comme il a été rappelé ce matin, c'est la compréhension et l'appropriation par les collaborateurs de l'entreprise. Et effectivement, je soutiens à fond le fait qu'il faut former les collaborateurs sur la notion de gestion de projet, parce que tout le monde passe en méthode agile. Le IT qui est dans son coin et qui distribue des normes, c'est fini. Il faut que toutes les équipes soient interactives. Chacun doit devenir une mini MOA et interagir de façon extrêmement proche avec tous les sujets IT. Enfin, dans les défis, les deux derniers, c'est les paradoxes. Et ça, pour les RegTech, c'est compliqué, mais c'est déjà compliqué pour eux. Les paradoxes réglementaires. Je n'ai pas cité toutes les directives en cours, mais
par exemple, un paradoxe qui est frappant aujourd'hui, c'est la donnée individuelle. Moi, chaque fois que je rencontre une start-up, les fondateurs, ils sont généralement très pointus sur est-ce que je fais un traitement de données individuelles ou pas. Donc, la donnée individuelle, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un actif essentiel qui est extrêmement protégé et collectivement, les banques et tous les acteurs financiers protègent. Ces données individuelles, elles doivent être encore plus protégées aujourd'hui pour lutter contre la fraude. Puisque un des défis majeurs, vous le savez, c'est la technologie n'est pas utilisée que par les gens de la salle à bon escient. Il y a aussi des organisations criminelles, n'hésitons pas à le dire, qui utilisent ces mêmes technologies. Hein. Donc on est un peu en guerre technologique là. Et ce défi, c'est qu'au même moment où on doit protéger ces données individuelles, vous avez certains textes qui vous disent, comme un projet de règlement sur l'accès aux données financières, qui vous disent, finalement, les banques ou acteurs financiers, vous devriez ouvrir vos données à certains acteurs. Donc vous voyez, d'un côté, on vous met sous le capot de la protection, et de l'autre côté, on vous demande de les diffuser. Ça aussi, pour les entreprises, c'est pas simple. Et puis le dernier défi, c'est la simplification. Vous l'avez dit. Alors, c'est vrai, Nathalie Offou l'a dit, elle a raison, simplifier n'est pas déréguler, soyons clairs. Mais quand on discute en interne, là on va être encore une fois concret avec les équipes dans les banques, on dit tiens, ça serait bien que vous réfléchissiez à la simplification. Alors d'abord, ils sont ensevelis sous la complexité, et ils disent mais attendez, si on est, en ce moment on est en train de discuter des textes qui sont encore une fois hyper complexes, pourquoi est-ce que la simplification, on ne la prend pas un tout petit peu plus tôt, en amont? Bon, ça c'est une petite coquetterie, mais ce n'est pas faux. Néanmoins, cette simplification, elle doit permettre de revenir à l'essentiel de la réglementation. Et mon dernier message là-dessus, c'est le défi, c'est un défi collectif, c'est ne perdons pas les objectifs essentiels. Deux exemples, les personnes politiquement exposées, j'en ai parlé, on cherche des gens qui sont potentiellement susceptibles de risques en termes de corruption, etc. Vous avez un principe fondamental en matière de lutte contre le blanchiment, c'est le principe de l'approche par les risques. Un principe universel d'ailleurs, dans tout risque. Quand on relit nos textes d'aujourd'hui, ces fameux règlements dont je vous parlais, au regard du principe de l'approche par les risques, le concept d'approche par les risques, on sent qu'il se délite, il s'éloigne. Voyez. Et donc, la simplification, et l'AMLA n'est pas hostile, l'autorité européenne n'est pas hostile à la simplification. On en a parlé avec sa présidente il y a 2 mois, elle dit c'est un peu tôt pour simplifier, je suis tout neuf. Évidemment, l'autorité date d'il y a quelques mois. Néanmoins, elle n'est pas hostile. Donc, la simplification, c'est aussi revenir à nos principes essentiels, parce que probablement que l'efficacité passe surtout par ces principes-là. Et donc, toutes ces démarches-là, évidemment, le forum de la RegTech, pour vous, vous avez un paradis, parce que vous avez tout ce qui vous avez sous la main, là, il y a des millions de sujets à prendre et à traiter, à explorer pour innover. Et évidemment, en tant que pôle de compétitivité, notre rôle, c'est d'encourager à la fois les innovations, donc les RegTech, les FinTech, etc., mais aussi d'accompagner les institutions financières à relever ces défis, même si évidemment, elles sont toutes extrêmement impliquées sur ces sujets. Jonathan, tu avais identifié un point à creuser, notamment sur les données, donc peut-être réagir par rapport à ce que disait Dominique. Absolument, donc les données, c'est également un défi majeur. En effet, Forrester disait dans un rapport récent que 73% des décideurs IT ne tiraient pas parti de leurs données parce qu'ils y voyaient beaucoup trop de contraintes technologiques. En effet, aujourd'hui, on a un paysage qui est quand même complexe, avec la RGPD d'un côté, le fait que de nouvelles directives sortent chaque année avec des nécessités d'améliorer la qualité de la donnée, d'améliorer la complétude de cette donnée, ce qui fait que ça devient extrêmement complexe. Pourtant, on entend peu parler de technologie qui améliore vraiment ça, alors que c'est le sujet. En effet, la plupart des banques, quand elles nous contactent, en tant que solution, on le constate sur le marché, leur question principale pour résoudre des problèmes de crime et de risques financiers, c'est comment fonctionnent vos modèles de détection ? Est-ce que vous êtes capable de détecter un réseau de blanchiment? Ces questions-là sont peut-être un peu prématurées. Avant ça, souvent, il faut se poser une question, c'est est-ce que j'ai la bonne donnée?
Est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce que j'ai une complétude autour d'un client? Toutes ces questions-là, il faut absolument les résoudre avant de pouvoir penser détection, avant de pouvoir penser modèle, avant de pouvoir penser règles. Et c'est un petit peu la problématique à laquelle on répond le plus souvent aujourd'hui. S'assurer en effet qu'on a une vision complète autour d'un client est déjà un sujet en soi. Être certain qu'on a rattaché l'intégralité de son paysage transactionnel, on a connecté toutes les données externes associées à lui également. Je reprends un exemple de Dominique. Comprendre si c'est une personne politiquement exposée, c'est également un sujet. Comprendre s'il y a une connexion à cette personne politiquement exposée également. Être capable de vraiment comprendre également toutes les contreparties et les tiers d'une banque, c'est aussi un sujet de valeur parce qu'une transaction, analyser une transaction, c'est intéressant. Savoir si elle est atypique, c'est également intéressant, mais ça n'est pas suffisant. Souvent, là où on va vraiment pouvoir détecter des choses intéressantes, c'est quand on va comprendre un peu mieux les contreparties et un peu mieux comprendre l'écosystème autour de nos clients. Donc finalement, la compréhension des données et l'exploitation de ces données est également un défi majeur, à mon avis, peut-être même plus majeur que toute la partie règles et détection qui vient après. Merci beaucoup, Jonathan. Et donc, pour conclure cette première partie sur les grands enjeux, les grands défis réglementaires, Hubert, est-ce que tu peux nous partager les grands défis pour le groupe? Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais insister sur les grands principes que Sandrine a mentionnés, de proportionnalité, simplification, recherche d'efficacité. Je sais que les autorités françaises s'en font les messagers quasi constants auprès de la Commission européenne et des agences européennes. Alors malheureusement, au quotidien, nous subissons encore tout ce que Dominique a très bien décrit, avec cette avalanche réglementaire passée qui continue aujourd'hui à avoir ses effets. Il a parlé de la volumétrie des textes de niveau 2, les 50 et quelques RTS que l'Agence bancaire européenne va nous distiller au cours des prochains mois avant la mise en place de l'AMLA. Je voudrais revenir quand même sur un point très bien mentionné par Sandrine, qui est le sujet de la surimposition des niveaux de régulation, de la problématique de ce qu'elle a appelé les 7 erreurs. Je voudrais juste vous donner un exemple, qui est donc la perspective de la mise en place de l'Agence européenne de lutte contre le blanchiment, l'AMLA, donc qui devrait arriver à l'horizon 2027, et donc qui a produit déjà son premier RTS donc en matière de questionnaire sur la lutte contre le blanchiment. Nous savons que nous avons déjà un questionnaire, un QLB en France, qui est extrêmement détaillé, extrêmement volumétrique. Alors nous avons fait l'analyse et aujourd'hui, plus de 2/3 des champs qu'il faudra remplir pour le QLB européen divergent des champs que nous devons remplir pour le QLB français. Donc si demain nous nous retrouvons avec un QLB français et un QLB européen, nous devrons faire 2 fois l'exercice et sur des champs pratiquement complètement différents. Donc c'est pour vous dire l'importance aujourd'hui du travail qu'il faut réaliser pour comprendre le détail, parce que le diable est toujours dans le détail en la matière, comprendre le détail aujourd'hui des sujets que nous avons à traiter, avec tous les aspects d'exhaustivité, de volumétrie, et auxquels je voudrais ajouter 2 éléments complémentaires. D'abord, c'est la problématique du temps réel. Nous sommes passés aujourd'hui dans le métier de la conformité de délais impartis à une notion de temps réel sur le filtrage des flux, temps réel sur le criblage de nos clients, temps réel sur la mise en application des régimes de sanctions internationales, temps réel également en matière de fraude, pour détecter les opérations qui peuvent impacter nos clients aujourd'hui. Donc la problématique du temps réel est également une contrainte qui évidemment doit impérativement passer dans nos projets technologiques. Et puis le deuxième aspect très important, c'est ce qu'on appelle l'obligation de résultat, qui était quelque chose qui avant était limité, si je puis dire, au domaine des sanctions internationales, qui était déjà un impératif extrêmement fort pour nous. Nous avions surtout des obligations de moyens ou des obligations de bonnes pratiques ou de meilleures pratiques dans les autres domaines. Or, de plus en plus, on voit qu'au rythme des missions de supervision qui nous sont appliquées, nous avons de plus en plus une obligation de résultat dans les autres domaines aussi. Et donc, c'est une obligation de preuve extrêmement forte que nous devons délivrer aux superviseurs sur le fait que nous avons mis en place non seulement les moyens, mais que nous pouvons démontrer également l'efficacité de nos systèmes, de façon à prouver que nous avons aujourd'hui l'impératif complètement intégré dans nos technologies de mise en œuvre des réglementations. Donc ce sont toutes ces dimensions supplémentaires qui sont des dimensions très pratiques, comme disait Dominique, qui viennent se surajouter à l'avalanche réglementaire déjà bien décrite. Merci beaucoup Hubert. Et donc, une fois qu'on a dressé ces nombreux défis qui sont face aux institutions financières,
Finalement, comment les fonctions de contrôle vont se transformer, notamment grâce à l'innovation, afin de s'adapter à toutes ces évolutions et relever ces défis, finalement, Hubert? Donc, face à tous ces défis que nous avons décrits, je pense qu'il est absolument évident de constater le degré de transformation de notre métier de la conformité, qui d'un métier moi, que j'ai connu au début de ma carrière, qui était plutôt un métier de conseil, plutôt de nature juridique, qui était déjà extrêmement important et qui prenait un développement constant. Aujourd'hui, nous sommes passés à un métier beaucoup plus industriel, un métier qui doit gérer des flux, des volumétries considérables. On a parlé de l'exhaustivité aujourd'hui, des 100% de contrôle. Jean-Pierre le disait tout à l'heure, on est passé de la notion de sondage sur des échantillons représentatifs à la nécessité de passer au crible toute la base de clientèle, des millions de clients, des milliers et des milliers de flux de transactions. Donc une problématique évidemment d'industrialisation, d'automatisation qui s'impose à nous, avec un métier donc qui est devenu extrêmement opérationnel, avec des systèmes technologiques complètement intégrés en fait à notre fonctionnement quotidien. Le deuxième impact très important, évidemment, c'est la nécessité pour nous de réfléchir en termes de conformité native. Car évidemment, nous ne pouvons plus réfléchir à des systèmes propres à la conformité qui ne seraient pas nécessairement et intégralement et nativement intégrés à nos procédés, à nos systèmes commerciaux, car il est absolument fondamental pour le temps de travail et pour l'efficacité de nos équipes commerciales que nous leur évitions de faire 2 fois le même travail, d'avoir la capacité en un clic, dans nos applis, dans tous nos systèmes digitaux, de pouvoir répondre à la fois à nos objectifs commerciaux, de développement, de conquête, mais en même temps de pouvoir répondre à toutes nos obligations réglementaires. Donc l'intégration native dans nos systèmes commerciaux de toutes les obligations réglementaires s'impose dorénavant à nous, est un impératif extrêmement fort. L'autre aspect très important, je parlais tout à l'heure du temps réel, la nécessité pour nous d'appliquer la réglementation de manière très rapide. Et là, on voit très bien qu'aujourd'hui, on va en parler sans doute toute la journée, la nature fondamentalement, qui s'intègre parfaitement dans notre métier, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est nativement quelque chose d'utile à la conformité, aussi bien pour la prise de décision, pour s'assurer de la pertinence de tous les travaux que nous menons, mais également pour la productivité de notre propre travail. Car vous voyez bien qu'avec les volumétries que nous avons à gérer, avec l'obligation de réagir extrêmement rapidement, nous avons aujourd'hui une intelligence artificielle dite générative qui va venir également nous aider à gérer ces volumes et être donc beaucoup plus productif avec des moyens qui restent par définition en termes humains limités. Et puis l'autre aspect très important, c'est la nécessité pour nous d'intégrer une mobilisation intellectuelle de nos équipes qui va de plus en plus vers ces phénomènes technologiques. Je le disais tout à l'heure, nous avions dans les directions des conformités des personnes qui venaient souvent d'un domaine juridique, qui avaient des compétences extrêmement fortes en termes de connaissance de la réglementation, et nous avions déjà une obligation d'aller chercher des parcours, des expériences, des expertises extrêmement diversifiées dans ce domaine. Nous avons aujourd'hui l'obligation de juxtaposer à ces connaissances réglementaires des connaissances technologiques. Et donc, dans notre propre métier de conformité, il va falloir que de plus en plus, nous ayons ce type de profil, des profils d'ingénieurs, des profils de personnes qui viennent nous aider à comprendre les modèles, les systèmes, les processus technologiques que nous intégrons dans notre métier, de façon à ce que nous puissions nous-mêmes pouvoir maîtriser cette évolution technologique, pouvoir utiliser ces modèles, pouvoir utiliser tous ces process technologiques au sein même de notre métier avec les profils adéquats. Donc vous voyez bien que le métier de la conformité se transforme complètement, avec donc également un sujet de ressources, un sujet humain qui va s'imposer à nous de façon à ce que nous ayons la panoplie complète des profils, des expertises nécessaires pour répondre à tous ces défis. Merci Hubert, et évidemment ça fait écho aussi à ce que disait Sandrine au début, même chez vous en interne. Donc c'est très intéressant. Dominique, du coup, du point de vue de la fédération. Oui, alors, quand on parle de l'évolution des fonctions de conformité, moi je voudrais rappeler un liminaire, c'est que c'est absolument indispensable. Il faut juste rappeler qu'une institution financière, elle a 2 objectifs. Elle a un objectif, c'est servir ses clients.
Et comment on sert ses clients? On sert ses clients en lui apportant les services, en garantissant ses dépôts. On en a parlé, la notion de dépôt est quelque chose qui est essentiel. Et je pense que dans les époques un peu troublées, tout de suite, on va se rappeler au fait comment ça marche. Garantir les dépôts et suivre les clients dans leur projet par le financement. Et ces deux objectifs-là, s'il n'y a pas des transformations majeures, et il y a en cours toujours des transformations majeures, c'est nécessaire pour que la banque continue d'être une banque. Ça, c'est mon premier point. Après, cette transformation, la technologie, on voit bien, dont on a parlé, conduisent du coup à se poser la question de la frontière entre l'outil et l'humain. Il y a quelques années, il y avait des milliers de personnes qui, toute la journée, tapaient sur un bouton pour dire opération atypique, pas atypique, avant de faire un examen complémentaire, etc. Aujourd'hui, avec l'IA causale, enfin tout ça, on est capable d'aller très très loin, par exemple, sur la probabilité d'une opération atypique. Et on voit bien donc qu'il y a une frontière entre le moment où l'humain doit intervenir, et bien sûr qu'il doit intervenir à un moment donné, mais cette frontière-là, elle se déplace en fonction des évolutions et des solutions que vous êtes capable d'apporter. Et ça, là-dessus, on a des échanges avec nos superviseurs, la CPR pour la citer, et qui sont assez ouverts encore sur ce sujet, mais par exemple, l'IBA vient de rendre des normes dans lesquelles il exige que toute opération, il y ait 2 personnes qui valident. Donc il y a là aussi un petit paradoxe, mais cette transformation, c'est où mets-je la valeur ajoutée de l'humain, avec le sujet de compétences qu'évoquait Hubert, au regard de la capacité de l'outil aujourd'hui, qui est absolument phénoménale en termes de probabilité et de causalité. Ça, c'est le premier point. Et le dernier point, c'est facteur d'efficacité. On voit bien que cette technologie dont vous êtes porteur, non seulement on est passé à l'instantané, mais on arrive même à la détection amont. Et aujourd'hui, justement, par tous ces sujets d'algorithmes, de probabilité, on arrive à avoir des détections amont. Et ça, c'est très important en termes d'organisation, parce que, je prends un exemple, d'habitude, dans le milieu bancaire, on distinguait d'un côté la fraude, la lutte contre la fraude, et là, on s'intéressait aux victimes de la fraude, et puis, on s'intéressait, aux victimes de la fraude, et puis de l'autre côté, on parlait de la lutte contre le blanchiment, et là, on s'intéresse aux auteurs. Et finalement, les évolutions qu'on constate aujourd'hui, avec cette capacité d'aller ex-ante détecter une opération potentiellement atypique, conduisent à faire converger ces deux sujets qui, en fait, ne sont qu'un même sujet, puisque si moi, client, je suis victime de la fraude, il y a bien quelqu'un qui a un compte sur lequel les produits de la fraude arrivent. Et ça, c'est du blanchiment. Et donc, sur ce sujet-là, la CPR est très active, et c'est une bonne illustration de montrer comment on doit se transformer, parce qu'en termes d'organisation dans les banques, historiquement, la fraude, c'était d'un côté, et la conformité, c'était de l'autre. Aujourd'hui, tout ça est en train d'évoluer, de converger. Voilà. Et ça, c'est un facteur d'efficacité. Beaucoup, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Effectivement, un point côté technologie sur ce sujet fraude et crime financier dans sa globalité. Aujourd'hui, on s'éloigne en tant que technologie aussi de ces solutions monofonctions, monolignes métiers qui ne répondent qu'à une problématique, parce qu'on a effectivement constaté qu'il y avait une frontière très fine entre fraude et crime financier dans son ensemble. Donc la plupart des banques avec qui on parle aujourd'hui ont cette problématique de centralisation également des technologies qui peuvent répondre aux deux problématiques. Et donc, sur le dernier point, finalement, c'est quels sont les principaux freins et les principaux bénéfices liés à l'adoption des innovations et des nouvelles technologies par les fonctions de contrôle. Jonathan, peut-être, si tu veux commencer. Alors effectivement, je vais reprendre encore un point de Dominique. On considère qu'une bonne solution technologique n'est pas une solution qui prend des décisions, mais une solution qui aide l'humain à prendre des décisions. L'humain doit rester au cœur, finalement, de tout le processus, surtout dans tous les métiers de conformité. Pourquoi ? Parce que derrière, toutes les décisions ont un impact direct pour la banque. Je prends un exemple. On a détecté un potentiel client capable de blanchir de l'argent.
ça va avoir un impact sur pas mal de monde autour de moi. Ça peut avoir un impact, par exemple, sur le chargé de relations, qui lui a des objectifs business. Ça aura également un impact quand il va falloir escalader ce cas aux autorités. De ce fait, il est impossible d'avoir une solution unique qui va prendre les décisions elles-mêmes. Il faut toujours que l'humain soit là pour pouvoir prendre des décisions à l'aide de la technologie. Et c'est la distinction qu'on veut faire notamment chez Contexa. J'ai 4 exemples qui peuvent justement aider à mieux comprendre ça, tout simplement. Donc, en fait, déjà, le premier, c'est notamment dans la connaissance client. La technologie doit aider justement l'humain à mieux connaître son client, à être capable de détecter s'il a des connexions suspicieuses autour de lui, être capable de mieux comprendre et de mieux associer tout son profil transactionnel, comme je l'ai dit précédemment, pour mieux cibler derrière les profils intéressants. Donc ça se fait bien évidemment en phase de détection, mais également en phase d'investigation. Quand une investigation remonte, il faut être capable de connaître les clients et toutes les contreparties de la banque. Mais ça, je l'ai dit déjà précédemment. La réduction également du nombre d'alertes, de la volumétrie des alertes et de la qualité des alertes est également un sujet. Ce n'est pas un sujet juste pour dire on va faire moins d'alertes et on va automatiser finalement la détection. Non, c'est plutôt pour aider l'humain à passer plus de temps sur des alertes pertinentes. Aujourd'hui, toutes les banques qui nous contactent ont cette problématique et on a un chiffre, hein, c'est souvent 90 à 95% d'alertes qui sont non pertinentes. Donc ils ont des unités d'investigation qui vont passer leur temps finalement à clôturer des alertes qui n'ont absolument aucun sens. L'objectif d'une technologie, c'est d'arriver à un pourcentage très élevé d'alertes pertinentes, de qualité, même si toutes ne conduiront pas à des SAR. Le troisième point, évidemment, où la technologie peut aider, c'est les temps d'investigation. On a également des banques qui nous disent aujourd'hui, on passe plusieurs semaines à investiguer des cas complexes. Pourquoi ? Parce que ça demande énormément de travail de recherche dans différentes sources, en jonglant entre différentes interfaces, différentes solutions, potentiellement des fois en faisant des demandes, des RFI. Toutes ces problématiques-là créent énormément de délais. Donc sur ce point-là, forcément, réduire le temps d'investigation est clé et une technologie peut aider à faire ça en centralisant toute l'information nécessaire et pertinente. Bien évidemment, on parle beaucoup de nos jours de GenAI. La GenAI est également très importante, l'IA générative, pour le dire en français, est également très importante dans ce sens. Elle va aider également l'humain à aller mieux comprendre le risque associé à un cas de façon beaucoup plus rapide et pouvoir être capable de prendre des décisions plus rapidement sur son investigation. Et finalement, le dernier point, c'est la restitution. Parce que comme je l'ai dit, derrière, il faut être capable de restituer toutes ces informations aux chargés de relations, de pouvoir escalader également aux autorités. Et pour ce faire, il faut être capable d'avoir une synthèse de toutes ces informations de façon très rapide, de pouvoir avoir tout le profil transactionnel intéressant associé à un client, pas toutes les transactions, le profil transactionnel uniquement intéressant. Avoir également toutes ces connexions suspicieuses, être capable de comprendre vraiment pourquoi ce profil doit être escaladé. Et la technologie doit également être capable d'aider. Et également, je vais revenir sur l'IA générative. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative pour aider justement l'humain à générer des SAR ou des rapports d'escalade pour justement gagner en efficacité sur ce sujet-là également. Merci beaucoup, Jonathan. On approche de la fin de la table ronde, donc je vais vous inviter peut-être un petit mot de conclusion. Sandrine, on avait parlé notamment des enjeux ESG. Merci. Je constate que ce qui vous mobilise quand même déjà énormément avant les enjeux ESG, c'est les sujets de KYC qui sont peut-être plus anciens, et en particulier sur le blanchiment, mais évidemment qui sont renouvelés par la nouvelle directive et le nouveau règlement anti-blanchiment. Je suis à la fois évidemment attentive à ce que vous confirmez sur l'enjeu qui reste d'éviter la complexité des normes aussi au niveau 2. Et ce que vous dites sur les RTS en préparation nous confirme sur la nécessité d'être très très vigilant là-dessus. En même temps, ce qui me frappe dans ce que vous dites, et ça rejoint les sujets ESG, c'est que ces facteurs
d'intégration des RegTech et d'efficacité dans les fonctions de conformité. C'est des facteurs, c'est des enjeux managériaux très importants et des facteurs de transformation des institutions financières elles-mêmes très profonds, avec à la clé quand même des gains de productivité massifs et un entraînement de l'ensemble des structures vers des métiers qui changent. Et donc l'enjeu, c'est bien que les institutions financières sortent plus innovantes et renforcées sur le plan de la compétitivité avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles réglementations combinées. Et ça vaut évidemment pour tout le travail qu'on est en train de faire sur la simplification des normes ESG, sur la simplification de CSRD. Merci beaucoup. Hubert, Dominique, peut-être un dernier mot ou quelques dernières recommandations pour notre audience aujourd'hui. Un dernier mot, c'est le mot data. Peut-être que je vais prononcer, je sais que Jonathan s'en a déjà fait le témoin, et surtout pour émettre un vœu, dans le sens où, comme vous en doutez, la data, c'est notre matière première. C'est ce qui nous dépendons complètement de la qualité de l'extraction de données que nous pouvons faire dans les différents systèmes d'information pour mener à bien notre propre fonction, avec toutes les obligations qui pèsent sur nous en termes, on l'a dit, exhaustivité, qualité, avec la fameuse norme BCBS 239 qui progressivement s'impose à nous également dans ce domaine, avec l'auditabilité parfaite que nous devons atteindre en la matière, ne serait-ce que pour cartographier nos risques, faire la preuve là, aux autorités de notre système de détection des problématiques et donc des contrôles et plans d'action qu'il faut mener derrière avec les fameux outils GRC. Bref, la data est au cœur de notre dispositif et pour que nous puissions atteindre cet impératif, je voudrais juste émettre un vœu vis-à-vis des autorités publiques, c'est que nous puissions travailler la main dans la main avec les autorités, avec les ministères, de façon à pouvoir extraire ces datas des systèmes d'information des autorités publiques elles-mêmes. Nous savons que le ministère des Finances, en matière de fiscalité, le ministère de l'Intérieur, en matière de données personnelles, le greffe, etc., peuvent nous aider beaucoup si l'on met en place les API nécessaires pour que nous puissions aller directement chercher les données, que nous n'ayons pas besoin nous-mêmes de réinventer des systèmes d'extraction et que nous puissions de ce fait-là également aider, comme je le disais tout à l'heure, nos échelons commerciaux et toutes nos équipes à pouvoir démontrer que nous avons les données nécessaires sur notre clientèle. Donc un vœu, oui, c'est que nous puissions continuer à travailler dans ces domaines avec les autorités publiques pour que la data, qui est au cœur encore une fois de nos dispositifs, soit vraiment à notre disposition de la manière la plus parfaite possible. Merci beaucoup. Dominique, un dernier mot ? Oui, peut-être que on voit bien que tous ces sujets sont maintenant traités de façon macro au niveau européen. Et donc, d'ailleurs, le texte européen y invite, mais je pense que notre défi à nous, collectif, c'est la coopération. Et en France, on a de la chance, on coopère énormément avec le ministère de l'économie, on échange beaucoup avec la CPR, mais ces partenariats public-privé, toute cette coopération est absolument essentielle pour répondre aux objectifs que nous partageons, des objectifs de lutte contre le blanchiment, de sécurité financière, etc. Et donc ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point, ça a été un peu dit, mais là, c'est par expérience. L'évolution technologique, tout ça, ça doit être l'affaire de tous. Ça ne doit pas être dans une équipe, il y en a un qui s'intéresse un peu à la donnée, un peu à l'IA. Non, aujourd'hui, ça doit faire partie du background collectif de tout le monde. Merci beaucoup, merci à tous.